Alors vous l'avez entendu, nos dirigeants ont à cœur le sujet de la place des femmes dans leurs équipes et ils ont évoqué quelques pistes. Le groupe de travail qui a démarré depuis ce matin, lui, s'est focalisé sur 3 aspects principaux: la visibilité des femmes et leadership, leur développement personnel en entreprise, sans oublier la place des femmes en temps de crise. Alors Céline, à toi de jouer pour le reste de la matinée. Merci Florence. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour passer la prochaine heure ensemble. Donc, je m'appelle Céline Velter et j'ai eu l'honneur de coordonner cet atelier dont je vous propose tout de suite la première partie. Ces 20 dernières années, nous avons assisté avec plaisir à l'évolution des mentalités et de la mixité dans les entreprises. La visibilité des femmes et leur leadership sont sous le feu des projecteurs. Qu'en est-il de l'accès des femmes aux postes de responsabilité ? Quels sont les nouveaux codes et modes de gouvernance d'aujourd'hui ? Je vous laisse découvrir tout cela dans la vidéo de 10 minutes qui va suivre. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil Orange. Nos experts y répondront à la fin en direct. Deux définitions du leadership existent. Celle du Larousse qui définit le leadership comme avoir une fonction de leader, avoir une position dominante, parfaitement illustrée ici, où la personne tient sa légitimité grâce à sa position hiérarchique, à son statut dans la société. La deuxième définition, provenant de Wikipédia, définit le leader comme un individu avec des compétences personnelles qui lui confèrent une différence et qui lui permettent d'être écouté et suivi. Ici, ce sont les qualités personnelles de l'individu qui sont mises en avant plutôt que sa position hiérarchique. La visibilité implique une notion importante, celle d'exister au vu de la société. Le concept de visibilité a connu un très fort développement depuis les années 90 avec le développement des technologies, médias et outils de communication. Mais rappelons-nous que la visibilité s'est manifestée différemment en fonction des siècles. D'abord visibles à travers leur mari ou leur amant, les femmes n'étaient pas autorisées à s'exprimer en public. Peu à peu et non sans peine, les femmes ont agi et travaillé à changer leur représentation, à s'émanciper et à conquérir l'espace public, notamment par l'accès à la citoyenneté, à l'éducation et aux études supérieures. Elles se sont rendues visibles dans le milieu artistique, dans la politique et à force de travail, elles s'imposent dans les entreprises. La visibilité a été simplifiée grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Nous pouvons le constater d'après les statistiques d'Eurostat, les femmes sont encore très peu positionnées dans des fonctions de cadre. Le meilleur élève est la Lettonie, avec 53% de femmes cadres, soit plus d'un cadre sur 2 est une femme. En étudiant les statistiques pour les cadres supérieurs, on observe que 20% seulement des cadres supérieurs sont des femmes. Les meilleurs élèves sont la Roumanie avec 34%, l'Estonie avec 33% et la Lituanie avec 30%. Que ce soit pour les cadres ou les cadres supérieurs, les pays de l'Est sont meilleurs élèves que les pays de l'Ouest. Qu'est-ce qui fait cette différence ? Intéressons-nous à la Lettonie. La Lettonie fait partie des pays baltes, comme l'Estonie et la Lituanie. Elle a été sous influence soviétique jusqu'en 1991, ce qui veut dire qu'un grand nombre de travailleurs actuels a vécu et travaillé sous ce régime. Quels étaient les diktats de ce régime envers les femmes ? Le premier acte politique des soviétiques a été de proclamer l'égalité absolue des hommes et des femmes. Contrairement aux occidentaux, les soviétiques n'avaient pas d'affiches publicitaires, mais des propagandes. Ces propagandes mettent en valeur les femmes par leur travail, leur engagement. Elles les incitent à s'impliquer dans la société. Pendant ce temps, les affiches publicitaires de l'Occident focalisent sur les aspects physiques et la douceur supposée de la femme, ainsi que leur place en cuisine. Ne soyons pas dupes. Ces deux sociétés avaient comme objectif de défendre leur idéologie et les besoins qu'elle induisent. Toutefois, il est normal à ce stade de se poser la question: est-ce que le système capitaliste aurait participé à l'élimination des femmes ? Pour y répondre, nous avons un sujet d'étude comparative intéressante entre les valeurs des pays de l'Ouest et celles de l'Est de l'Europe.
C'est le cas de l'Allemagne. Issue d'une population avec un passé commun, l'Allemagne a été séparée par un mur sans aucun échange culturel et sociétal pendant 40 ans. La RFA, Allemagne de l'Ouest, a vécu sous une idéologie capitaliste, alors que la RDA, Allemagne de l'Est, a vécu sous une idéologie communiste. Il existe plusieurs études comparant les deux territoires. L'une d'entre elles indique que depuis la réunification, le taux de femmes travaillant en Allemagne de l'Est est nettement supérieur à celui de l'Allemagne de l'Est. Tina Richter évoque dans sa thèse sur les stéréotypes que ce n'est pas parce qu'un système est imparfait démocratiquement que tout ce qu'il a produit doit être rejeté. Même si cela n'était pas parfait, les sociétés de l'Est étaient plus égalitaires que les sociétés de l'Ouest. Ceci a été possible par un véritable engagement politique envers les femmes et une volonté de conciliation du travail et de la maternité. Le changement des entreprises pour le développement du leadership et de la visibilité des femmes ne pourra se faire sans être accompagné du politique. D'ailleurs, le seul critère où la France est le meilleur élève est sur la représentativité des femmes dans les conseils d'administration des entreprises, avec 45%, alors que le reste de l'Europe est à 28%, grâce à la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui impose un quota de 40% de femmes. Pourquoi si peu de femmes leaders ? Les femmes sont plus instruites et plus actives sur le marché du travail qu'avant, et elles occupent de plus en plus de postes à responsabilité. Pourtant, malgré ces avancées, elles continuent à être moins présentes que les hommes au poste de direction au sein de l'entreprise. Pourquoi ? Quels sont les obstacles ? Nous avons d'abord repéré le phénomène de ségrégation professionnelle. Les femmes cadres se concentrent essentiellement dans les fonctions de soutien opérationnel, telles que les ressources humaines, les finances, l'administration, la communication. À ces postes, les femmes ont un pouvoir de décision restreint et leur contribution stratégique est limitée. C'est pour ça qu'elles n'ont guère de possibilités d'ascension au sein de l'entreprise, notamment avec l'exemple du premier poste. En revanche, les hommes cadres sont surreprésentés dans certains domaines d'activité, notamment dans la recherche et le développement. Aujourd'hui, en France, on estime qu'il y a 12% de femmes dans le secteur de l'intelligence artificielle. Ces domaines sont traditionnellement considérés comme plus stratégiques et plus rémunératifs, et concentrent généralement les postes décisionnels au niveau les plus élevés. Par ailleurs, l'ascension professionnelle d'une femme à un poste de direction a toujours suscité des doutes chez certains, notamment sur ses compétences techniques, sa gestion de situation, ses prises de décision, et j'en passe. Le fait de dire qu'une femme est compétente reste encore un oxymore. Puis, il y a les préjugés et les stéréotypes. Le sexisme en entreprise reste très présent. L'entreprise reste érigée autour de normes masculines en termes de gestion du temps. Il est important d'arriver tôt et de repartir tard. Il faut être disponible en tout temps et en tout lieu. Dans l'entreprise, la valeur des femmes et leurs compétences n'est pas jugée selon les mêmes critères que les hommes, mais par le prisme des stéréotypes de genre. L'ambition ou l'autorité ne sont pas vues comme des qualités chez une femme. Elle sera plutôt décrite comme froide, alors qu'elles sont reconnues chez un homme. La culture de l'entreprise reflète encore les comportements et les traditions de la société dans laquelle nous vivons. Ces dernières années ont montré une transformation de cette culture. De plus en plus d'entreprises remettent en question ces préjugés et ces stéréotypes en reconnaissant qu'ils existent, en observant comment ils se manifestent et en les combattant dans les mentalités sur leur lieu de travail. Mais les entreprises ne peuvent pas à elles seules mettre un terme aux préjugés sexistes à l'échelle de la société. Une autre des raisons au frein de son ascension au pouvoir est la femme elle-même, notamment sa propre perception. Elle a tendance à s'auto-censurer, à ne pas se sentir légitime alors que ce poste représente l'aboutissement tant souhaité de son plan de carrière. Ce syndrome de l'imposteur serait dû au manque de modèles féminins auxquels les femmes peuvent s'identifier dès l'enfance. Enfin, la culture de réseau et de cooptation est plus développée chez les hommes que chez les femmes. Si les femmes ne sont pas présentes aux postes les plus élevés de l'entreprise, elles ne seront pas en mesure d'exercer l'influence nécessaire pour faire évoluer la culture du lieu de travail. Les entreprises dirigées par des femmes auront davantage tendance à embaucher des femmes au poste de direction et donc d'être plus influentes. Finalement, existe-t-il des codes, des gouvernances communs à ces femmes leaders ?
D'après la thèse soutenue en 2011 par Sarah Saint-Michel, se basant sur 25 enquêtes européennes, américaines et incluant plus de 20 000 dirigeants mixtes, les traits de personnalité et le style de leadership masculin ou féminin sont similaires. La première leçon à tirer de cette étude est qu'il y a une remise en question de certains dogmes. En effet, les femmes leaders ont tendance à se considérer plus bienveillantes et altruistes que leurs homologues masculins. Pourtant, ce n'est pas la perception des collaborateurs. Pour autant, il existe bien deux styles de leadership dits genrés. Le premier, plus autoritaire, combatif, a tendance à être assimilé à un leadership masculin, alors que le second, plus bienveillant, à l'écoute, plus assimilé à un leadership féminin. Bien que, rappelons-le, ces deux leaderships puissent s'appliquer indifféremment aux hommes et aux femmes. Que nous avons pu soulever à propos de la visibilité des femmes et de leur leadership, la question est maintenant de savoir comment passer à l'action. Car nous sommes en 2021 et selon le Forum économique et mondial, il faudra attendre 2186 pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes au travail si aucune action n'est menée. Nous appelons ainsi à créer davantage d'initiatives afin de faire du marché du travail un espace mixte et bienveillant pour toutes et tous. Nous sommes de retour sur le plateau et c'est maintenant avec joie que je vais accueillir en duplex Anaïs et Alain pour répondre à vos questions, donc, qui ont été nombreuses. Merci beaucoup pour vos interactions. Donc notamment, on a parlé de ségrégation professionnelle, on a parlé de préjugés et de stéréotypes. Des personnes ont réagi en disant qu'elles pensaient que notre organisation du travail n'allait pas, qu'on concentrait beaucoup trop de responsabilités et de missions sur une seule personne, et ce qui contraint forcément à empiéter sur la vie personnelle et qui n'incite pas les femmes à prendre ces postes. Du coup, Anaïs, une question qu'on pourrait te poser, par exemple, c'est comment toi, tu perçois peut-être la visibilité des femmes dans ton entreprise. Qu'est-ce qui est fait dans ton entreprise pour justement faire en sorte que ça se passe correctement ? Alors nous déjà, c'est vrai que ça là-dessus, je trouve qu'on est assez égalitaire dans le sens où je ne me sens pas, et mes collègues masculins non plus, ne se sentent pas obligés de travailler après une certaine heure. En tout cas, moi, pareil, je ne me sens pas, par exemple pour le télétravail, on sait que ça a des conséquences sur la vie familiale. Je suis très tolérante, par exemple, si j'entends des enfants, des collègues en train de travailler, et dans mon entreprise, je sens cette tolérance. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, très bien. Merci. Je vois aussi donc quelqu'un qui partage en disant qu'il faut des managers féminins, pas uniquement pour le top management, mais à chacun des niveaux de management dans l'entreprise pour que ça puisse avoir un modèle sur le palier de responsabilité suivant. Je ne sais pas si Alain est aussi avec nous ou si... Je suis là, oui, je suis là. Oui. Super, Alain. Le fait qu'il y ait des femmes dirigeantes, des femmes et des hommes, mais des femmes aussi, oui, c'est très important pour l'équilibre, pour l'équilibre, l'harmonie. Je pense qu'on y a tous à gagner à ce qu'il y ait une égalité femmes-hommes et à tous les niveaux. Voilà. Super. Je vais peut-être revenir du coup sur toi, Anaïs, en te posant une question. Quel conseil, peut-être basé sur ta propre expérience ou sur ton entreprise, on pourrait donner aux entreprises qui souhaiteraient promouvoir les femmes justement, ou en tout cas avoir cet équilibre sain dans leur travail? Alors moi, ça tombe bien parce que j'ai vraiment un exemple très concret qui a été mis en place chez Orange. Avant, je travaillais en unité d'intervention. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'unité d'intervention, c'est les techniciens qui viennent chez vous quand vous avez un problème. Et donc, je travaillais, il y avait très peu de femmes, très peu. Et Orange a mis en place des classes filles, des classes dédiées aux filles. Donc, elle formait au métier de chargée d'affaires et de technicienne d'intervention. Alors, un homme chez nous, à l'époque, je travaillais dans les Pays de la Loire, à Angers particulièrement, et il y a un homme chez nous qui a vraiment porté ce sujet-là, c'était un RH.
Et il a suivi cela de près. Il a recruté du coup des femmes d'horizons complètement diverses. J'avais une collègue qui travaillait en animalerie avant, une autre qui était agricultrice. J'en avais une qui venait de chez McDo. Il leur a vraiment donné leur chance. Elles avaient la niaque. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il les a recrutées. Et en fait, c'était de très bons éléments. Elles ont été recrutées. Il n'y a pas que elles. Il y en avait tellement de femmes qu'au bout d'un moment, on a commencé à se dire, oh là là, stop, on passait dans la mixité, elle n'était plus respectée, mais il y avait trop de femmes, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, mais des choses concrètes. Il faut laisser la chance aux gens. J'ai toujours beaucoup de mal quand j'entends, on ne trouve pas de femmes. Je pense que dans le contexte économique où l'on est actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient prêtes à se former. Bien entendu, il faut les aider en mettant des formations professionnelles pour qu'elles puissent y arriver. Super, merci beaucoup. Je laisse peut-être vite le mot de la fin parce qu'on tient notre timing. À Alain, est-ce qu'il faut du coup choisir entre nos familles et nos ambitions quand on est une femme ? Moi, je dirais qu'il faut choisir les deux. Les deux sont importants. Les deux, les deux forment un équilibre, la vie familiale et la vie au travail. Et les deux sont importants. Et les deux, il faut qu'ils avancent ensemble. Parfait. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une excellente journée. Et nous passons donc maintenant tout de suite à notre deuxième sujet, donc le développement personnel. Les entreprises ont compris l'importance d'accompagner leurs collaborateurs et leurs collaboratrices dans leur évolution professionnelle. Dès lors, le développement personnel revêt un attrait particulièrement intéressant et s'inscrit dans une stratégie gagnant-gagnant. Que peut-on apprendre en fait du développement personnel ? En quoi le personal branding est devenu une nécessité afin d'éviter de subir une situation qui n'est pas forcément idéale ? Je vous donne rendez-vous tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Une fois encore, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil Orange. Nous y répondrons en direct à la fin. Je me présente, Céline Velter, donc chef de projet et avant-vente chez SAP depuis 4 ans. Je suis aussi coach professionnel et personnel. Bonjour, je suis Sandra Lautric, en charge de développer les ventes de services chez Lenovo. Donc nous commençons avec l'évolution du développement personnel en entreprise. Donc le développement personnel pourrait se définir comme un travail sur soi, visant à mettre en pratique une philosophie de vie permettant de se sentir mieux, individuellement, et d'entretenir des relations de meilleure qualité avec son environnement. Il y a 20 ans, nous avions des repères assez stables pour déterminer ce qui faisait qu'on était quelqu'un et donc les objectifs à atteindre dans notre vie. Un bon boulot, un bon salaire et un statut social satisfaisant. L'accent était plutôt mis sur la carrière des hommes, tandis que les femmes se devaient de faire le moins d'ombre possible en se fondant dans la masse. Aujourd'hui, tout est remis en cause. Dans cette crise sans précédent, Covid, confinement, à laquelle nous sommes confrontés, l'entreprise a des attentes différentes pour ses employés. Ils doivent désormais faire preuve d'agilité et d'évoluer de plus en plus en totale autonomie. La perte des repères est évidente. Effectivement. L'urgence de s'y retrouver dans ce monde en mutation profonde renforce l'engouement pour le développement personnel, et ce, particulièrement pour les femmes. Nous avons tous des manières différentes de gérer nos ressentis et nos émotions. C'est un fait. Et les entreprises les plus malines, en fait, l'auront compris. Et c'est pourquoi gérer les individualités de chacun, en leur permettant aussi de s'exprimer à leur plein potentiel pour interagir efficacement en groupe, c'est la clé du succès. Et vous me voyez venir, le développement personnel en est le facilitateur. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de faire plein cap sur le progrès. Quelques idées pour accéder à de véritables leviers de la performance en entreprise, par exemple le mentoring, le coaching, ou plus tard l'autre groupe reviendra dessus, des ateliers,
la communication qui est vraiment, vous en avez beaucoup entendu parler, mais qui est vraiment extrêmement importante dans le développement personnel, les cercles, les groupes de partage et aussi les Toastmasters. Alors Céline, j'ai cru comprendre que tu avais l'opportunité, par le biais des SAP, d'avoir une certification en coaching. Exactement. Et donc, dans ce cadre, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vois-tu l'émotion et l'intuition ? Attends, je vais t'expliquer. Là, je vais te faire la roue de l'être humain. Donc, ce qu'il va avoir au cœur, ça va être ce qu'on avait appelé les valeurs. Les valeurs ou, autrement dit, l'intuition. Ensuite, en couche externe, juste au-dessus, on va avoir tout ce qui va être par rapport aux émotions. Puis ensuite, la couche qu'on connaît beaucoup mieux, le mental ou l'esprit. Et enfin, la dernière, le corps, le physique. Jusqu'à présent, on pratique, ou en tout cas on se concentre régulièrement sur le physique. Faire du sport, etc., se sentir bien dans son corps. On va aussi jusqu'au mental, donc exercer un petit peu, réfléchir, lire, et travailler sur tout ce qui va être l'esprit. Et justement, ce qui nous manque, on ne va jamais aussi près du noyau en fait de ce qui constitue l'être humain, c'est-à-dire les émotions. Et les émotions, en fait, c'est ce qu'on commence à comprendre de plus en plus, c'est qu'elles sont importantes. Et tout ce qui est physique et mental, au final, il manque encore quelque chose. Il manque cette brique, il manque ces émotions, ce qu'on ressent. Et donc ça, on pourra revenir juste après, mais les émotions, donc, elles vont être caractérisées par exemple avec la joie, le dégoût, la tristesse, la colère, la peur ou encore la surprise. Et ça, ensuite, un peu plus encore, enfin le cœur vraiment de l'être humain, donc ce qui va être, ce qui représente le plus l'être humain, ce qui nous distingue aussi des animaux, ça va être l'intuition. Et l'intuition, c'est tout ce qui va être attrait aussi à la spiritualité, c'est ce qu'on ressent quand on dit, tu vois, j'ai cette intuition, ça me vient des tripes. On ne le favorise pas assez encore dans l'entreprise et c'est justement le travail qui est en train de faire et ce qu'on découvre et ce qui fait qu'on avancera encore mieux dans l'entreprise, ce progrès, c'est de prendre en compte ces 4 composantes qui constituent la roue de l'être humain. De la même façon en fait. Exactement. Sur le même niveau. Accorder encore plus, faire ce focus justement sur l'intuition et les émotions parce qu'actuellement on n'est que sur le physique et le mental. Oui, donc en fait, l'intuition, c'est un 6e sens, c'est le 6e sens. On parle notamment d'intuition féminine, car les femmes sont réputées être plus sensibles et sûrement plus à l'écoute des signes. Elles savent donner toute sa place à un ressenti physique et l'interpréter. Et c'est de là que vient leur sagesse et qu'on appelle la fameuse intuition féminine. Exactement, et c'est pour ça que c'est très important pour les entreprises de capitaliser aussi sur cette véritable capacité que les femmes vont avoir, ce 6e sens, exact comme tu me l'appelles. Et une chose qu'on voit chez les personnes qui sont intuitives, qui vont être différentes des personnes qui ne sont pas intuitives, c'est-à-dire qu'elles vont écouter leur voix intérieure. Elles vont aussi prendre beaucoup plus de temps en solitaire pour s'entendre parler, faire naître, peut-être faire créer des choses à partir de ce que leurs rêves vont leur dicter par rapport à leurs ressentis. Et voilà, elles vont vraiment être connectées avec ce qui font qu'elles sont des êtres humains et qu'elles ont cette intuition et cette spiritualité. Ok, merci. Bon, j'espère que c'est plus clair pour toi. Émotion, intuition, c'est bon ? Absolument, Céline. Je te remercie grandement pour toutes ces clarifications. Et je crois qu'il nous reste un dernier point, un dernier élément important à voir. Évidemment, le personal branding, à ne surtout pas oublier parce que c'est la clé du succès. On peut très bien être super bon dans ce qu'on fait si on ne se vend pas. On se retrouve dans des situations parfois un petit peu délicates et c'est exactement ce que Geza va nous raconter. Très bien, voyons ça. Je m'appelle Geza, je suis végétarienne depuis que j'ai 14 ans. J'aime le fromage et j'aime bien parler aux gens. Comme étudiante, il y a plus de 30 ans,
J'étais ravie de trouver un travail temporaire dans un supermarché au compteur de fromage. J'avais envie d'apprendre à connaître les variétés des fromages et renseigner les clients. Imaginez-vous un comptoir de fromage avec des couleurs jaune, bleuâtre, orange et en plus cette odeur qui vous met l'eau à la bouche. Je me voyais déjà goûter à ces variétés de fromage. Malheureusement, très peu de clients étaient aussi adeptes du fromage que moi. Est-ce que c'était l'odeur du fromage français qui les a fait fuir ou la couleur suspecte? Par la suite, on m'a demandé de travailler au comptoir de charcuterie. J'ai essayé de m'adapter à la situation au lieu d'être proactif et informer mon supérieur sur le fait que je suis végétarienne. Pourriez-vous imaginer une végétarienne travaillant au comptoir de charcuterie? J'aurais préféré travailler au rayon de légumes, avec leurs couleurs variées, ou dans le rayon de pâtisserie, où il y a toujours une agréable odeur qui flotte dans l'air. Mais non, la vente de charcuterie était impossible pour moi. Mais malheureusement, je n'ai rien dit. Et c'est pour cela que peu de temps après, j'ai arrêté. Aujourd'hui, je ne suis pas vendeuse dans une fromagerie, mais j'aime toujours autant le fromage et j'aime bien parler aux gens. Et vous, qu'est-ce qui vous inspire? On est de retour sur le plateau et vive le fromage! Nous allons bientôt être rejoints en duplex par Geza et aussi par Sandra. Donc merci encore pour vos interactions. On a parlé, j'ai vu dans les commentaires, du syndrome de l'imposteur. Donc voilà, comme quoi il y avait des freins qui viennent aussi de l'intérieur, sans compter de tous les freins de l'extérieur qu'on a. Geza, moi je voudrais te poser la question parce que c'est aussi venu dans les commentaires. Tu as fait partie de certains Toastmasters, il me semble. Raconte-nous un petit peu ton expérience. Qu'est-ce que c'était? Merci Céline. Oui, je me suis jointe à un groupe de Toastmasters à Sophia Antipolis il y a 3 ans pour apprendre de parler en public ou de parler en général. Et le concept, c'est partout pareil dans le monde. Il y a un protocole assez strict, il y a une partie où on peut faire des discours, donc chacun peut proposer un discours qui dure quelques minutes, le temps est compté, donc on n'a pas le droit de parler plus. Après, il y a une partie où les personnes qui ont fait un discours, ils sont évalués. Ah, on a perdu Geza. Ah, ça y est, on te retrouve. L'idée, c'est toujours de donner un retour bienveillant, ce que j'apprécie beaucoup dans Toastmasters, parce que les retours négatifs, on a assez souvent. Et ce qui m'a poussé aussi d'avancer là dans ce groupe. Et après, il y a une partie aussi d'improvisation. On vous donne un sujet, un mot, ça peut être de tout. Et après, vous avez 1 minute 30 pour parler sur ce sujet. C'est assez compliqué, mais plus qu'on reprend le goût, plus qu'on apprécie cette idée. Ça permet de sortir un petit peu de sa zone de confort, j'imagine. Oui, ça c'est vrai. J'ai refusé pendant plus d'1 an de faire l'improvisation parce que c'est vraiment, ça peut être vraiment désagréable et il faut vraiment apprendre. Et si on écoute les autres, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant de faire. Et le mot, finalement, c'est de porter un toast à quelqu'un. C'est pour ça le mot Toastmaster, parce que ça ne vient pas du toast qu'on mange le matin avec le fromage. Avec du fromage. Chin chin, merci Geza. J'ai vu aussi des commentaires un petit peu controversés par rapport à la niaque, par rapport à cacher ses émotions. Du coup, Sandra, je voudrais venir parler un petit peu avec toi. Est-ce que toi, tu penses que dans une entreprise, il serait bon de cacher ses émotions? Est-ce qu'on ne peut pas juste être soi-même? Absolument, Céline. Je pense tout à fait que c'est très important de rester soi-même, car dans le cadre du développement personnel, il y a tellement de choses qu'on peut amener en étant tout simplement soi-même, et on peut toujours s'améliorer. Donc, oui, c'est important de rester soi-même dans l'entreprise, tout à fait.
Merci Sandra. J'aimerais terminer aussi, parce que je fais partie de cet atelier. J'ai vu, du coup, par rapport à vos questions et par rapport aussi au thème qu'on a abordé donc, sur le personal branding, je pense en fait que ce n'est pas forcément important pour vous de vous cacher ou important de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais le personal branding, ce n'est pas forcément se vendre, c'est juste affirmer qui vous êtes. Parce que certaines personnes vont peut-être avoir plus de compétences, vont savoir parfaitement parler, alors que d'autres qui vont être peut-être un peu plus timides ou un peu plus réservées vont avoir cette capacité d'analyse qui sera beaucoup plus poussée. Donc le personal branding, en fait, c'est juste pour vraiment vous apprendre à mettre l'accent sur vos compétences, sur vos points forts et être capable justement de dire qui vous êtes, quelles sont vos valeurs. Peut-être vous remettre en question parce que vous faites pas, on ne sait pas forcément toujours si ce qu'on fait est correctement fait, et avoir un objectif clair et pouvoir le mettre en œuvre. Voilà, juste pouvoir communiquer de façon simple, précise et d'aller droit au but. Bon, merci à vous Geza et Sandra pour votre intervention. Et je passe du coup maintenant au dernier groupe. Donc la dernière partie qui est sur la place des femmes en temps de crise et les perspectives pour l'entreprise en matière de mixité. Donc rien à ajouter pour moi, tout est dit dans la vidéo. On se retrouve dans 20 minutes pour le question-réponse. On se retrouve dans 20 minutes et voilà, à vos claviers avec l'outil orange. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise et l'impact des crises sur les femmes. Et notamment, pour commencer, on voulait avoir un retour sur l'histoire. Dans l'histoire, comment les femmes ont vécu les différentes crises. Donc on voulait d'abord s'intéresser à la France, entre le XVIIIe et le XXe siècle. Donc, commençons par le XVIIIe siècle, pendant la Révolution française. En 1791, Olympe de Gouges a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui était assez novateur pour l'époque. Et puisqu'elle était assez influente et que ses idées ne plaisaient pas, la conclusion, c'est qu'en 1793, elle a été guillotinée pour ses idées. Passons au XXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, le taux d'activité des femmes était de 50% au moment du conflit et est passé à 70% pendant le conflit. Elles ont soutenu l'effort de guerre, elles ont été mobilisées pour reprendre les activités de l'économie. Les femmes avaient une rétribution bien inférieure à celle des hommes. Et à la fin du conflit, celles qui souhaitaient conserver leur emploi ont été largement critiquées parce qu'elles devaient reprendre leur place dans les foyers. Dans les années 90, plus récemment, en 1994 et en 1998, il y a eu des crises importantes entre le Mexique, la Russie et l'Asie. Les mesures d'austérité des États pour s'attaquer aux crises ont affecté de façon disproportionnée les femmes sur le marché de l'emploi. Elles ont été les premières victimes puisque les indices de pauvreté se sont creusés et elles ont été les premières victimes de ces politiques d'austérité. Quelques années plus tard, entre 2000 et 2008, lors de la crise financière asiatique, il y a une ségrégation au travail. Les femmes ayant les métiers les plus flexibles, avec des salaires les plus bas, ont été les premières impactées par les licenciements. Et un chiffre est clairement important à retenir, c'est qu'en Corée du Sud, qui est un pays suffisamment avancé, on a noté que les femmes étaient 7 fois plus licenciées que les hommes, ce qui a été dramatique.
En 2008, en Europe de l'Est, les conséquences en fait, de la crise ont été importantes par manque de moyens de subsistance. Les femmes ont été impactées, notamment les femmes qui étaient proches de la retraite, qui ont eu de grandes difficultés à se remettre sur le marché de l'emploi et n'ayant pas de moyens pour survivre, en fait, sont tombées dans la pauvreté absolue. Enfin, sur une période tout à fait récente que l'on vit encore aujourd'hui, avec notre crise du Covid en 2020, on a pu noter que cette crise a creusé les inégalités entre les hommes et les femmes, encore une fois. Certaines ont dû renoncer à travailler. Et pour celles qui continuaient à travailler, on a noté qu'elles avaient, pour une grande proportion d'entre elles, un espace de travail, en télétravail, qui était inférieur en Île-de-France à celui de la province. Certaines ont dû renoncer à travailler et seules 2 femmes en fait, sur 3 ont continué à travailler, contre 3 hommes sur 4 en France. Donc celles qui ont pu commencer à télétravailler étaient aussi nombreuses que les hommes à poste égal. En Île-de-France, on a noté que 40% des femmes avaient un espace moins important que celui finalement utilisé par les hommes. Et ça c'était valable, et l'indice passe à 34% en province, en moyenne. Un chiffre qui est important aussi, c'est que 48% des femmes en télétravail partageaient en fait leur espace avec un enfant ou plus. Donc à peu près la moitié des femmes en télétravail, ce qui passe en fait à 37% pour les hommes. Donc forcément peut-être la qualité ou la manière de travailler en était impactée. Et on parle beaucoup de charge mentale, mais cette charge mentale a été toujours aussi importante pour les femmes, encore plus importante, je dirais, dans cette période. À noter qu'une étude montre que par jour, les femmes avaient 1h30 de plus de gestion quotidienne, d'organisation de la maison, de prise en charge des devoirs des enfants par rapport aux hommes. Et en faisant un calcul sur plusieurs semaines, cela donne quelques jours finalement de travail en moins à donner à l'entreprise. Pour conclure sur l'impact des crises sur les femmes dans l'histoire, je terminerai par une citation de Simone de Beauvoir qui écrivait tout à fait justement « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Cette citation est suffisamment compréhensible par tous pour donner le message suivant. Changeons les choses, soyons conscients des choses et changeons-les pour l'avenir. Merci. Nous allons passer maintenant sur le sujet du traitement de la Covid entre 2020 et 2021 avec les explications suivantes. La pandémie impacte plus les femmes que les hommes d'un point de vue professionnel, personnel et familial. Les femmes, qui occupent 39% des emplois dans le monde, sont surreprésentées dans des secteurs d'activité fortement touchés par la Covid-19, restauration, commerce, etc. Il y a accroissement durant le confinement du travail domestique non rémunéré. L'ensemble des tâches domestiques telles que la garde des enfants, les soins aux personnes âgées, la cuisine et le ménage sont encore majoritairement assurés par les femmes dans le monde entier et se sont accrus de 20 à 30% selon les pays. Enfin, les croyances et stéréotypes continuent de peser sur le rôle des femmes dans nos sociétés. Par exemple, il est considéré comme normal que ce soit d'abord l'homme qui retrouve du travail. L'impact sur les étudiantes est plus nuancé. D'un côté, les difficultés se sont accrues, le stress et l'isolement se sont renforcés et la confiance en soi est encore plus difficile à acquérir. L'obtention des stages est également plus compliquée.
Mais inversement, on a constaté que l'intégration des étudiantes dans les écoles en 2020 a été meilleure que l'année précédente, du fait qu'elles étaient sélectionnées sur dossier sans avoir passé des examens oraux qui souvent privilégient les hommes car ils nécessitent une confiance en soi, une prise de parole publique et un esprit compétitif. De nombreux articles et études parus en 2020 indiquent que les femmes d'État ou dirigeantes d'entreprises semblent mieux gérer la crise que les hommes. À l'instar de la conclusion de l'article paru dans Forbes en avril 2020, les pays dirigés par des femmes présentent des résultats qui sont systématiquement et significativement meilleurs dans la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus. L'Allemagne, le Danemark, la Finlande, l'Islande par exemple ont été cités comme preuves à l'appui. De la même façon, d'autres études ont relevé que la présence des femmes au sein des équipes dirigeantes était une force. Les entreprises mixtes et dirigées par des femmes ont été plus résilientes. La résilience, en effet, un meilleur sens du timing, une aversion au risque plus importante, le pragmatisme, la bienveillance, la confiance dans le bon sens collectif, l'empathie, l'entraide et l'humilité sont mentionnés comme les traits communs du succès de ces femmes leaders. Pour autant, comme le souligne la sociologue Irène Jonas, la mise en avant systématique de spécificités féminines peut s'avérer tendancieuse en contribuant au renforcement d'un certain nombre de stéréotypes sur les femmes, propres à générer des phénomènes de ségrégation sur le marché du travail. Les différences entre les genres existent, mais il n'est pas nécessaire de les essentialiser, ni de les magnifier. Au contraire, il faut les reconnaître, les apprécier et les associer. Et certaines études concluent dans ce sens. Les pays ou entreprises qui réussissent et résistent les mieux sont plus égalitaires et paritaires, et ce dans de nombreux postes à pourvoir et dans tous les secteurs. Sylvie Brochu, présidente d'Hydro-Québec, déclare « Ce n'est pas une affaire de femmes, ce n'est pas une affaire d'hommes, c'est une affaire de société. Pour y arriver, il faut tendre vers la parité le plus rapidement possible. » C'est donc cela, renforcer la mixité, qui apporte complémentarité de genre et d'expertise et créativité au sein des entreprises, est aujourd'hui un besoin essentiel pour leur fonctionnement, leur stratégie, leur succès et pour absorber au mieux les crises à venir. Un des impacts les plus visibles de la crise sanitaire a été le déploiement du télétravail. Ça s'est passé comment pour les entreprises du cercle Interreg ? En effet, Marie-Laure, tu as raison. Un impact important de la crise sanitaire a été la mise en place du télétravail dans nos entreprises. Nous nous sommes retrouvées nombreuses à télétravailler à 100% à la maison et c'était un phénomène nouveau. Et d'ailleurs, avec l'association Femmes Ingénieurs, nous avons ressenti le besoin de nous réunir en visio pour des moments d'échange. Cela a d'ailleurs donné naissance à plusieurs sessions publiées sous la forme de chroniques des ingénieurs confinés. Alors, combien étions-nous à télétravailler ? Une étude du ministère du Travail d'avril 2020 a montré que 25% des salariés français étaient en télétravail, certainement davantage dans nos entreprises. En général, pour les entreprises du cercle, nos métiers sont plutôt bien adaptés à ce mode de fonctionnement, notamment au niveau organisation, équipement et souvent pour l'exertion déjà. Mais au niveau gestion du temps, il nous a semblé que notre charge de travail augmentait. Et en particulier, nous n'avions pas le sentiment de bénéficier du gain des temps de transport. Les pauses avec les collègues, les échanges informels ont disparu aussi. Et nous avions l'impression d'être collés à l'ordinateur sans possibilité de prendre du recul. Alors nous avons ressenti une charge mentale et d'ailleurs, en moyenne, on peut dire que la vraie charge des femmes a augmenté. D'une part, la société a plus ou moins enjoint les femmes à prendre en charge les enfants. Pendant le premier confinement, il y avait 25% de salariés français en congé de maladie pour garde d'enfants et parmi eux, 70% étaient des femmes. Pour ces femmes, il fallait gérer le travail et la vie de famille, les courses, les repas supplémentaires, parfois les cours, les devoirs des enfants, souvent sans une vraie installation pour travailler. Beaucoup de femmes ont travaillé dans la cuisine, dans une autre pièce. Elles n'avaient pas tout un bureau pour elles, comme si leur télétravail n'était pas un vrai travail. Et si on réfléchit à l'impact du télétravail sur la carrière des femmes, quel serait cet impact ? Toutes
toutes les études identifient les femmes comme les grandes perdantes du confinement. En termes d'égalité professionnelle, l'impact du télétravail contraint est plutôt vu négativement pour les femmes en entreprise. Les différences entre les deux confinements ont d'ailleurs montré que cela peut se passer mieux si certains services de la vie quotidienne, comme les crèches, les écoles, les cantines, continuent de fonctionner. Alors, télétravailler amène des modifications de fonctionnement majeures, notamment mentalement. Il y a une double contrainte entre la famille et le travail, sachant que les attentes professionnelles et les enjeux, eux, n'ont pas changé. Et c'est ça le débat. Enfin, nous pensons qu'il est souhaitable de ne pas être à 100% en télétravail, d'avoir un bureau hors de chez soi, d'entretenir des relations et ainsi éviter les méfaits de l'isolement. Sylviane, les entreprises du cercle Interrel s'impliquent beaucoup pour sensibiliser les jeunes filles aux carrières scientifiques et techniques. Est-ce que la crise a eu des effets dans ce domaine ? Pour les jeunes scolaires ou étudiants, la crise sanitaire a vraiment été une épreuve qui va laisser des traces. Ils sont les victimes de l'impact qu'elle a sur leur vie et notamment sur leur psychisme. Les adolescents, les jeunes adultes ont dû apprendre à suivre des cours à distance. Ils ont essuyé les plâtres de cette organisation et ils n'ont pas pu bâtir les liens sociaux qui sont si importants à leur âge. En effet, depuis longtemps, les entreprises du cercle sont actives pour déployer des actions vers les jeunes filles, pour les aider dans leur orientation, les motiver à suivre des cursus scientifiques et techniques. Et alors, avec la crise, nous avons dû suspendre la quasi-totalité de nos actions sur le terrain. Et nous repensons nos façons de les toucher au travers de rencontres digitales, parfois difficiles à mettre en œuvre et pas toujours idéales pour communiquer avec des adolescentes. Mais à terme, elles nous permettront certainement de toucher davantage de candidates et en particulier dans des régions que nous couvrions moins bien précédemment. Alors pour finir sur une note positive, cette crise qui s'inscrit dans le temps amène des remises en cause, elle permet des innovations et elle peut aussi faire avancer les choses. Nos métiers n'ont pas de genre, vers une réelle mixité. Pour y arriver, démystifier nos métiers techniques par des présentations en vidéo, en physique, dans les écoles, travailler avec des associations pour l'insertion des jeunes, appel à volontaires, sous forme de tutorat. Favoriser une meilleure intégration du monde numérique grâce aux fondations, facilitateurs pour former les femmes. Vigilance sur la mixité dans nos métiers, par exemple, les biais dans les métiers de l'IA, seulement 10% de femmes, les métiers RH avec une faible présence des hommes, création d'ateliers mixtes pour sensibiliser sur le sujet, lutter contre les préjugés. Faire un travail plus personnel dans l'intimité en se questionnant, style Happy Men Share More, et en changeant son comportement, femme et homme. Conclusion, profitons de ces changements pour mener des actions de proximité. Cela nous mènera vers plus de progrès. Pour conclure ce panorama sur les femmes en temps de crise, et en complément des réflexions qui ont été apportées sur la mixité, je vous propose de parler coaching et mentoring. Ces deux démarches sont perçues aujourd'hui comme des leviers pour aider les femmes à progresser dans ce contexte de crise lié au Covid-19. Alors, mentoring ou coaching, ces deux démarches aident à atteindre les objectifs ou bien à aborder des transitions professionnelles. Mais leur fondement est différent. Autant une démarche de mentoring est plus axée sur la transmission des compétences professionnelles ou sur de l'expertise, autant le coaching est une démarche individuelle et qui se place plus dans une démarche de développement personnel. Le mentoring, c'est une relation d'aide, d'enrichissement mutuel et d'échange. Il peut être mis en place entre personnes d'une même entreprise ou bien entre entreprises différentes et entre hommes et femmes. Le mentor apporte son expérience professionnelle et son expertise ainsi que sa connaissance de l'entreprise et des réseaux. Le mentee va venir chercher de l'aide pour sa progression de carrière. Cela lui donnera aussi une mise en lumière
et l'occasion de découvrir d'autres opportunités. Alors, comment le mentoring peut-il aider les femmes ? S'il est perçu traditionnellement comme une aide pour briser le plafond de verre, en ce sens qu'il aide les femmes à se mettre en visibilité en entreprise et à également avoir un retour sur la façon dont elles exercent leurs compétences, le mentoring peut être utile en temps de crise. Il peut aider les femmes à reformuler leurs objectifs et dans ce contexte de télétravail omniprésent, il peut également les aider à ouvrir des portes. Enfin, c'est une aide précieuse en cas de réorientation professionnelle. Mais le mieux, c'est quand même d'écouter le témoignage d'une mentee. Et je vous propose d'écouter Cécile Moreau, qui a entrepris cette démarche de mentoring chez IBM. Bonjour, qui es-tu ? Bonjour, je suis Cécile Moreau, responsable delivery de IBM Procurement Services. Et qu'est-ce que je viens pouvoir lui raconter et surtout aussi pourquoi il passerait du temps avec moi, à quoi ça sert quoi. J'avais vraiment aucune idée de ce que pouvait apporter le fait d'avoir un mentor ou même d'être un mentor. Et puis finalement, bien au contraire, il m'a pas fallu 30 secondes pour être à l'aise et surtout avec Raphaël, il m'a posé plein de questions et j'ai répondu tout de suite et je me suis sentie bien tout de suite. Et qu'est-ce que ça m'apporte en un mot finalement une bouffée d'air. À chaque fois que je suis sortie d'une rencontre avec Raphaël, je crois que je t'écrivais encore une bouffée d'air. C'est une vraie légèreté, des bons conseils, une autre vision, du recul, enfin voilà, une légèreté. Parlons maintenant du coaching. Le coaching, c'est une démarche qui peut aider à affronter une nouvelle situation ou à atteindre l'épanouissement professionnel. Et c'est un accompagnement personnalisé sur la base d'une décision le plus souvent personnelle. Traditionnellement, cette démarche de coaching peut intervenir après un congé maternité, pour une nouvelle prise de poste ou bien encore après un arrêt maladie. En temps de crise, le coaching est un outil très intéressant parce qu'il propose un lieu de réflexion et d'échange où la personne va trouver de nouvelles solutions à l'aide de son coach. Pour les femmes en particulier, le coaching peut aider à travailler sur des notions comme la confiance en soi, sur l'assertivité ou bien encore sur la place que prend l'affect et comment l'ensemble de ces éléments interviennent dans l'exercice de nos métiers. En conclusion, comme nous l'avons vu, ces deux approches sont intéressantes pour les femmes en temps de crise et elles font partie d'un ensemble d'actions qui peuvent être développées au même titre que les actions en faveur de la mixité ou en faveur de l'égalité professionnelle. En conclusion, les crises impactent sévèrement les femmes, sensiblement plus que les hommes. Elles peuvent renforcer des stéréotypes et remettre en question des acquis. mais elles sont aussi des révélateurs et permettent une prise de conscience, la réflexion et des actions. Les systèmes et par conséquent les sociétés les plus stables sont les plus équilibrés. Une vraie mixité est indispensable pour améliorer notre société et nos entreprises et pour mieux affronter les crises à venir. Faisons des crises une opportunité. Et nous sommes de retour sur le plateau, donc merci encore pour toutes vos interactions. J'ai noté notamment la charge mentale, effectivement, vaste sujet. C'est effectivement un sujet qui est récurrent et j'invite chacun et chacune d'entre vous à trouver son équilibre et à s'y tenir. Et concernant l'aspect vidéo sur les réseaux, c'est vrai qu'elles sont très intéressantes et qu'il faudrait que les jeunes filles et les jeunes garçons puissent les voir. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'il y aura probablement un replay. Nous sommes maintenant en duplex avec Marie-Laure, Gilles et Sylviane. Et Marie-Laure, je voudrais te poser la question. On nous a donné un exemple de mentoring. Est-ce facile de trouver un mentor ? Bonjour Céline, merci. Écoute, il y a au sein des sociétés beaucoup d'initiatives de mise en place de mentoring, soit au travers de réseaux comme le réseau Women at IBM par exemple, ou d'autres réseaux dans d'autres entreprises, des réseaux de femmes.
Mais cela peut aussi trouver auprès de sociétés extérieures qui se sont spécialisées effectivement dans ces démarches de mentoring pour les femmes. Enfin, si jamais l'ensemble de ces possibilités ne vous sont pas offertes, ce que l'on peut faire, c'est très simplement rechercher une personne avec qui la communication se passe bien. Ça peut être un homme ou une femme, et puis initier cette démarche donc au long cours au travers d'entretiens. Voilà ce que je recommande. Super, merci beaucoup. Céline, je te repasse la parole. Merci Marie-Laure. Et maintenant, je sais qu'on a Gilles aussi avec nous. Gilles, je voudrais te poser la question par rapport à la parité. Donc, tu disais que c'était assez important. En quoi, en fait, la parité est importante et à quelle parité est-ce que tu aspires ? En fait, comme on l'a vu dans ce reportage qu'on a fait, c'est que les études montrent que les équipes qui ont des profils variés et complémentaires sont en général les plus innovantes, les plus créatives, les plus apaisées, les plus adaptées à un monde à la fois complexe et puis et permet aussi de supporter les crises qui arrivent. Un autre point qui me paraît fondamental, c'est le fait que augmenter et établir la mixité, c'est progressivement en faire une évidence. Et donc, c'est le meilleur moyen de combattre les stéréotypes et de supprimer les biais. Par exemple, j'ai été élevé par 2 grandes sœurs qui sont chefs de chœur et metteurs en scène, donc leaders dans leur métier. Et pour moi, ces notions de mixité et d'inclusion n'ont jamais posé question. Il y a un autre point qui me paraît important aussi, c'est que cette mixité, elle doit s'appuyer sur une parité dans tous les domaines d'activité, dans tous les postes. Ce n'est pas une évolution unidirectionnelle, les biais existent dans les 2 sens. Il faut augmenter à la fois le nombre de femmes dans les métiers où elles sont en minorité, comme il faut accroître le nombre d'hommes dans les postes aujourd'hui qui sont essentiellement féminins. Et donc, bref, Céline, je crois qu'il faut que nous prenions conscience que les métiers n'ont pas de genre et que la mixité des métiers embellit le travail et embellit notre vie. Wow. À toi, Céline. Merci beaucoup, Gilles. Effectivement, je pense que c'est ensemble qu'on peut réussir à construire de belles choses et il n'y a pas que les femmes ou que les hommes, c'est vraiment une combinaison des deux. C'est parfait. Je souhaiterais maintenant peut-être parler avec Sylviane. Donc, Sylviane, je sais que tu as dit que les entreprises du cercle Interrel sont actives pour rencontrer les jeunes et en particulier les jeunes filles et que vous aviez dû aussi arrêter les actions de terrain vers les jeunes. Comment est-ce que vous pourriez continuer ces sensibilisations dans ce contexte actuel ? Eh bien oui, en effet, Céline, les entreprises du Cercle Interrel apportent et depuis longtemps leur concours aux collégiens et aux lycéens de façon coordonnée avec l'Éducation nationale pour les aider à mieux connaître les filières d'études et les opportunités de carrière qui existent dans nos entreprises, et notamment pour les jeunes filles dans les domaines scientifiques et techniques. Alors, avec la crise sanitaire, nous avons dû arrêter la quasi-totalité de nos actions de terrain en 2020 et cette année également. En 2020, nous avons pu en faire pendant le premier trimestre, ce qui était une période importante par rapport aux dates clés pour l'orientation. Mais cette année, bien sûr, cela s'est avéré impossible et nous avons suspendu nos actions sur le terrain. Nous avons donc repensé nos façons de toucher les élèves au travers de rencontres digitales, parfois difficiles à mettre en œuvre pour des questions de plateforme et pas toujours très adaptées pour communiquer avec des adolescentes. Et je l'ai moi-même expérimenté en participant à des salons Studirama virtuels avec l'association Femmes Ingénieurs et j'ai vu que ce n'était vraiment pas facile. Mais c'est un format que nous continuons à faire évoluer et à terme, nous espérons qu'il nous permettra de toucher davantage de candidates et même une fois la crise terminée, qu'il facilitera l'accès à des établissements, à des régions où nous n'allions pas forcément précédemment. Donc ça peut s'avérer positif également. Je te rends la parole, Céline. Merci beaucoup, Sylviane, et bravo pour votre engagement, c'est vraiment top.
On en vient à terme en fait de cet atelier. Donc merci à vous trois de nous avoir rejoints en duplex. Et puis merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir fait part en fait de vos réactions et d'avoir été attentifs à notre message. Je repasse la parole à Florence et puis bonne journée à vous.